Bonjour. Bonjour Benoît. Ah, voilà, je vous entends. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Je vais mettre un peu le son plus fort, parce que je ne l'entends pas très fort. Mais on t'entend très faible, hein, Bertrand. Si tu peux augmenter un peu. Il doit y avoir un problème de. Et là, c'est mieux quand je. Oui, c'est Ah beaucoup. oui, c'est mieux, oui. Donc, je pense que c'est mon micro qui est un petit peu faible. Donc, Ouais, mais il doit y avoir un réglage possible, mais c'est pas très grave. Ok. Mais pas sur le micro, hein, je pense que c'est dans l'interface. Il faut un peu pousser l'ampli. Ok, bonjour. Benoît Le Suisse. Là, je suis responsable de la R&D. Je pense pas qu'on s'était déjà rencontrés, si? je ne crois pas. Non, pas encore. Quand tu es à Cap Digital, c'est deux personnes. Oui, C'était. c'est ça. Oui. Ok. Ok, ben, je sais pas. Je pense que tu avais déjà fourni une description du projet. Oui, je peux donner le contexte rapidement. C'est que j'avais parlé à Bertrand rapidement en termes de macro, un projet qu'on souhaiterait mettre en place, où on a déjà commencé en partie, et qui portait sur deux axes au niveau de l'innovation. C'est tout ce qui est usage innovant et puis tout ce qui est machine learning, de l'IA, Ouais. pour la personnalisation du parcours utilisateur. Ouais. Ça, c'est les deux axes au niveau global. Et l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est rentrer un peu plus en détail. Donc, Benoît, comme ça, tu pourras aussi Oui, donner oui. une vision du produit, du service qu'on développe. Et Bertrand qui est en face, je laisserai un peu plus Bertrand se présenter, mais qui est responsable des communautés technologiques au sein de Cap Digital, Mhm. qui peut fournir une vision globale sur les apports possibles Cap Digital et comment on pourra avancer s'il y a des possibilités d'innovation. Alors, peut-être effectivement pour me présenter très rapidement et contextualiser un peu les technologies chez Cap Digital. Donc, j'anime la communauté de technologie. Donc, c'est vraiment des faiseurs de technologies qui sont transversaux, donc ils peuvent aller sur plusieurs marchés. C'est à ce jour 150 adhérents, donc avec beaucoup de startups et de PME. On a organisé la communauté sous forme de trois grands axes. Un axe qui est technologie pour la confiance, dans lequel on va retrouver toutes les, je dirais, briques et solutions technologiques qui permettent de renforcer la confiance dans l'usage de la techno. Donc blockchain en fait partie, tout ce qui est by design, privacy, cliquabilité, contrôlabilité des algorithmes, mais aussi bien sûr le code ouvert ou cybersécurité, si j'en prends quelques-uns. De l'autre côté, on a IA Data. Tout ce qui est les trois niveaux de la data, en fait, donc capture de la data, traitement de la data et ensuite partage, échange, du coup, échange de la donnée et l'IA applicative. Et tout ça traverse, donc ces trois axes traversent ce que j'appelle humblement la chaîne de valeur de la techno, où on est de la captation de la donnée, donc vraiment les couches basses, hein, par exemple les IoT, mais pas que, jusqu'à la restitution de l'intelligence calculée sur des interfaces qui sont des interfaces complexes ou simples, humaines ou non humaines. Donc c'est là où on va retrouver pas mal d'adhérents qui travaillent beaucoup, je dirais, sur l'interaction entre les résultats de la technologie et l'humain, sous forme de parcours utilisateur, sous forme d'expérience utilisateur, sous forme. Voilà, donc on a une communauté assez vivante et qui s'appuie également sur des experts qui sont des ergonomes, qui sont des spécialistes de l'UX, donc je ne vous apprends rien. Voilà, donc on a, voilà en quelques mots décrit rapidement ce que font les adhérents techno chez Cap. Ok. Euh, Après, peut-être une question plus générale. Donc la démarche Triduc, c'était de voir ce qu'il était possible de monter comme projet et de détecter les aides actionnables sur ce projet. C'est correct? Oui, c'est ça. Et puis voir aussi si on peut avoir un consortium autour de ce projet. Si c'est un projet qui est porteur. Mhm. Ok. Bon, je vais présenter un petit peu l'idée du projet.
Alors, l'idée, elle démarre sur un constat qui est celui de l'édition juridique. Alors, quand on parle d'édition juridique, il y a des tas de volets. Il n'y a pas une édition juridique. Il y a des éditions juridiques dédiées à des juristes plutôt généralistes, des avocats, bien que chaque avocat peut se spécialiser dans un domaine du droit. Mais du coup, pour ces avocats, il y a des solutions qui sont plus sur le droit, la jurisprudence. On va trouver des outils qui sont dédiés à des fiscalistes ou à des juristes en droit fiscal. On va trouver des solutions dédiées à des notaires, on va trouver des solutions dédiées au RH, etc., etc. Donc, on a, évidemment, c'est la même donnée, c'est pas les mêmes contextes et c'est pas forcément la même présentation de données. Alors, le constat général de tout ça, c'est que la tradition du monde juridique est le papier. Et donc, si on compare d'autres industries, le droit et le monde du droit et des juristes en général est en retard, tant au niveau institutionnel qu'au niveau de la donnée que l'on présente au niveau des éditeurs juridiques. Et donc, le constat global, bon, il est assez simple à dire, il n'est pas forcément si facile à comprendre. C'est que ce qui est mis en ligne aujourd'hui par les éditeurs juridiques est très proche des ouvrages. Alors, un exemple qui est plus facile à comprendre, ce sont les codes. Les codes, ce sont des recueils juridiques qui sont liés à une matière juridique. Et ces codes, en gros, ils dépendent essentiellement d'une table et d'une structure qui a été définie. Il faut savoir que les étudiants en droit, généralement, ils étudient dans un code et donc sur une marque juridique donnée. Donc en France, c'est Dalloz. Sur la Belgique, on va connaître des choses qui sont aussi présentes en France, qui sont Breland. Ce sont des grandes marques. Et en gros, il y a quand même un fort lien entre les études juridiques et l'enseignement. Donc en général, les étudiants acquièrent avec des coûts plus faibles les codes pour une marque donnée. Et donc, quelque part, ils ont cette connaissance de la structure de l'ouvrage, mais aussi qu'il y a une structure du droit. C'est une structure, ce n'est pas la structure universelle, mais en tout cas, c'est une structure. Et pour eux, c'est une manière de retrouver très vite de l'information. Le problème derrière ça, c'est que quand on met en ligne des ouvrages comme ça et qu'on respecte la même structure, finalement, un juriste qui chaque année reçoit la collection complète des codes, etc., ou du code qui l'intéresse, retrouve plus vite son information en ouvrant l'ouvrage qu'en allant sur un site internet. Parce que s'il connaît la structure, c'est plus compliqué dans l'UX et dans l'interface utilisateur d'ouvrir le bouquin. Donc ça, c'est le constat général. C'est une caricature, mais c'est quand même un constat réel. Derrière ça, il y a différentes choses. Il y a l'UX, lui. Alors, c'est l'usage de la data et c'est l'interface utilisateur. C'est l'ensemble qui est à revoir. L'autre partie, c'est que ce qui a amélioré pendant une certaine période l'accessibilité à la data, c'est un moteur de recherche. Donc en gros, ces sites, c'est la data comme elle était présente dans les ouvrages et un moteur de recherche au-dessus. Alors les moteurs de recherche, on travaille beaucoup à améliorer leur pertinence. Alors pas tellement en France, mais par exemple en Belgique, nous avions pas mal de traitements en langage naturel qui aidaient, c'est-à-dire qu'évidemment, si on trouve tous les synonymes, enfin voilà, bon, sachant que ce langage naturel-là, le NLP qui était mis en place,
c'était plutôt statique, donc c'est plutôt des espèces d'anthologies, des dictionnaires, ce genre de choses, des grands produits qui vont faire du mapping entre différents concepts, etc. Aujourd'hui, au sein de la R&D que nous représentons, Triduc et moi, on travaille plutôt sur le machine learning et donc on travaille à améliorer soit l'outil de recherche tel quel, soit à améliorer d'autres axes d'accès à la donnée. Super simple. Donc, alors, c'est pas simple parce que la donnée juridique est une donnée qui est faite de descriptions ou d'explications qui se veulent généralistes. Et cette généralité est ensuite appliquée et trouve un sens plus spécifique dans la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont les résumés des défenses en justice qui, en principe, devraient devenir publics. Donc ça, c'est une autre question, c'est l'open data. Mais on ne va pas en parler ici. Donc voilà, ça c'est un peu le tableau général. Donc notre projet, c'est amélioration de l'UX/UI, amélioration de l'usage de la data, donc ça signifie des parcours différents pour accéder à la donnée. Donc il faut trouver une autre approche, proposer d'autres approches qu'un simple search engine qui est peu satisfaisant pour accéder à la donnée. Ça signifie des espèces de chatbots, de l'intelligence artificielle, ça signifie un mix d'un certain nombre de choses. Et derrière, on se pose des questions aussi quand on parle UX/UI. Jusqu'ici, finalement, quand on parle UX/UI sur site web, voilà, on pense laptop, un clavier, un écran, une souris. Et nous, on s'est dit que ce qu'on voit, par exemple, comme évolution chez les notaires, ce sont l'usage de grands écrans. L'idée, c'est qu'effectivement, pendant qu'on fait un acte notarié, souvent, ce qui se passe, c'est que le notaire ou son assistant tape quelque chose, et puis il dit, oh, on va l'imprimer, comme ça vous allez pouvoir le relire, etc. etc. Alors, pour améliorer ce processus, c'est plus simple, effectivement, de pouvoir avoir un grand écran partagé entre le notaire et ses clients, et de directement échanger. Donc, on peut directement modifier et aussi contrôler certains éléments. Plutôt que de dire, bon écoutez, vous reviendrez la semaine prochaine parce qu'on doit contrôler certains éléments, on peut travailler sur des grands écrans. Nous avons un contact avec une société qui est très, très spécialisée dans ce domaine, qui sont les grands écrans, les grandes dalles tactiles, enfin tout ce qui est UX, UI, sur les nouvelles technologies, les interfaces gestuelles, enfin ce genre de choses. Alors, on ne pense pas que le gestuel est la solution, enfin on n'a pas la recette aujourd'hui, évidemment, si on avait la recette, on ne se poserait pas de questions, il n'y aurait pas de projet. Et donc, je pense que c'est l'ensemble de ces éléments, amélioration de l'usage de la donnée, amélioration de l'UX, UI général, l'intégration, ou en tout cas, on peut penser à l'usage de nouveaux supports et il y a de grandes chances, je dirais, qu'il y ait une évolution qui soit vers des grandes dalles tactiles. Alors, aujourd'hui, on voit une grande dalle tactile plate, on voit des écrans qui commencent à apparaître, qui sont des espèces de bureaux, qui sont en fait des grands écrans. Et ces éléments-là doivent aider à résoudre ces problématiques-là. Donc, c'est d'être sur des environnements qui vont permettre d'accéder à la donnée. Maintenant, si on pense tactile ou si on pense gestuel, la manière d'accéder à l'information est aussi différente. Et donc, le parcours peut être aussi adapté. Donc, c'est ces éléments-là qu'on veut explorer globalement. Je pense que j'ai tout dit. Triduc, tu as des choses à ajouter? Je pense que oui, tu as beaucoup mis l'accent sur l'UX, UI, mais aussi la partie accessibilité de la data qui est important aussi, et vraiment de personnaliser, d'aller au plus proche de l'utilisateur, de le connaître. Donc, c'est-à-dire il y a une partie de profiling et puis aussi de recommander le contenu qui est vraiment adapté à son contexte d'utilisation, ces problématiques rencontrées. Oui. Donc, ce pan-là est plus porté vers tout ce qui est domaine de l'IA.
Oui. Et puis un pan qui est porté, comme ce que tu as bien souligné, sur l'UX, lui. Non, mais tu fais bien de dire, voilà, c'est effectivement. Alors, le problème, c'est ça, c'est que il y a cette partie UX, UI, il y a cette partie parcours, effectivement, sur la donnée, et effectivement, l'IA et l'amélioration du parcours sur la donnée passe par, effectivement, des choses comme le clustering de la data. Alors, ça peut être le clustering de la data, c'est savoir cibler nos utilisateurs, mais ça peut être aussi le clustering de la data en elle-même, parce que les contenus euh, ou la catégorisation des contenus peuvent être différents. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a des espèces de tables de matière qui sont prédéfinies par des gens qui les ont toujours définies et voilà. Et donc, tout le monde s'y est plié. Aujourd'hui, quand on regarde la data, on peut se dire aussi qu'elle peut être catégorisée différemment. C'est-à-dire qu'on a, si on prend un juriste, je ne sais pas, RH, il peut être amené aussi à faire plus d'aspects financiers. Et donc, si on connaît mieux ce qu'il fait, on cible mieux. Et donc, la clusterisation n'est pas totalement la même. Et voir l'accès à la donnée qui lui est utile n'est pas celui qui est défini aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, il est dans la catégorie RH, mais a très peu d'informations sur la partie financière. Et donc, peut-être que c'est un souci. Voilà, c'est pour compléter ça. Ok, je pense on a fait le tour. Très bien, merci pour ce tour. Une première question, vous mentionnez l'exemple du notaire qui est en interaction avec son client. Est-ce que vous avez, comme cela, dans votre parcours exploratoire déjà, des idées, voire un peu définies, quelques cas d'usage qui sont pour vous les plus impactants sur votre projet? Alors, cas d'usage, alors pas, on n'en a pas défini ici, mais c'est sûr que il faudra en définir. Et donc, on sait effectivement déjà limiter un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si on prend tout le problème tel qu'il vient d'être décrit, c'est sûr on va pas y arriver. Donc, l'idée, c'est de se limiter plutôt à bah, l'idée, c'était une idée, hein, ce n'est pas l'idée définie par défaut, c'est effectivement de se limiter à des juristes et à des codes. Parce qu'autrement, je dirais, on commence à rajouter beaucoup d'informations et beaucoup de complexité. Euh, Maintenant, je pense que c'est un point de départ. Le truc, c'est que je pense que si on définit tous les cas d'usage, ou si on cible un certain nombre de cas, les cas d'usage, on en a, hein, je veux dire, des études UX sur le web, enfin, là, sur les avocats qui veulent accéder à la jurisprudence, sur des fiscalistes qui veulent trouver, je ne sais pas moi, des réglementations, des conventions collectives ou un détail dans les conventions. Enfin, des cas d'usage, il y en a des centaines. Donc, il faut, à mon sens, ici, se limiter à une matière et démarrer. Sinon, on, on part dans quelque chose de très complexe. L'idée aussi, c'est, je pense que si on fait un POC autour de ça, l'idée, c'est de dégager des pistes. En tout cas, c'est la première étape. Quels sont les éléments sur l'usage de la donnée et quels sont les éléments sur l'UI qui peuvent être facilement ou qui devraient facilement être améliorés. Et donc, voilà, il faut partir d'un cas un peu général, pas trop complexe, et puis rentrer dans ces tests, et puis de voir quels sont les éléments qui sont les plus porteurs, en tout cas dans une phase 1. Après, c'est sûr que si on doit se projeter très loin, mais je pense que ce n'est pas non plus la bonne approche, qui est de vouloir se projeter absolument sur ce qui se passera dans l'avenir, puisqu'on ne connaît pas si effectivement ce seront des grandes dalles qui sont utilisées par la majorité des utilisateurs, mais enfin on peut le penser, je pense on peut le penser raisonnablement, hein, qu'on va vers des grandes dalles pour tout le monde. C'est une logique qui semble assez
c'est probable. Maintenant, c'est quoi le clavier, c'est quoi la souris, enfin, c'est quoi la guidance générale sur des grands écrans. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment se projeter. Donc c'est plus la matière générale qui nous intéresse et donc de monter un projet sur ces éléments. Donc c'est pas une recette universelle et je pense que c'est surtout une recette étape par étape. Enfin, ça c'est ma perception. Ne pas vouloir prendre le problème trop large et puis d'avoir quelque chose d'incrémental. Maintenant, on n'a pas la route tracée, quoi, ça c'est sûr. Ok. Et vous souhaitez être, je dirais, partager ce, ce design, je dirais, ce design de route. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que Partager, il y a un qu'est-ce point que vous voulez dire commun qui est le partager? code, le code d'un côté, l'interprétation du code par la jurisprudence de l'autre, et un spécialiste ou un expert ou une experte juridique, différents métiers, avocats, procureurs, enfin tous les acteurs qui à un moment se réfèrent au Dalloz d'un côté et à la jurisprudence de l'autre pour avancer dans un processus. Je reformule avec mes mots à moi pour vérifier que j'ai à peu près compris Oui. ce que vous m'avez expliqué. Hein. Vous me corrigez vraiment, sentez-vous complètement libre de me corriger. Voilà, on est dans la situation, on a une experte ou un expert qui a une ressource plutôt papier aujourd'hui, qui connaît par cœur, qui est le Dalloz mis à jour. De l'autre, il a un ensemble de, je dirais, d'informations papier, digital et digital, lui permettant de lire un peu la jurisprudence. Il sait, je dirais, en farfouillant dans la jurisprudence, essayer de trouver des cas qui viennent enrichir sa réflexion. Voilà, donc il y a trois composantes. Il y a le code, sur lesquels ils ont été formés, et c'est le réflexe, c'est comme le Vidal quand on est pharmacien. Il y a la jurisprudence, donc peut-être avec une multiplicité de sources d'informations, peut-être une vraie problématique de search pour gagner du temps sur de différentes façons sur les quelques cas de jurisprudence qui viennent vraiment l'aider à, je dirais, construire sa réflexion, peut-être sa décision. Et puis, il y a l'homme, donc l'homme avec un grand H, la personne, l'expert, qui, dans son environnement de travail, par exemple, un cabinet d'avocats, si je prends cet exemple, beaucoup d'autres, voilà, un ensemble de ressources et court après le temps. Parce que ma sensibilité sur cet environnement, c'est que ces acteurs, ces experts sont toujours en train de courir après le temps et donc ils ont une vraie problématique d'efficience, voilà, d'efficacité. Voilà. Est-ce que c'est à peu près ça, je dirais, le positionnement de la problématique que vous cherchez je dirais, à améliorer en termes de réponse en tant qu'acteur structurant je dirais, du marché? Alors ça, c'est une vision globale. Elle correspond, enfin, cet aspect, je recherche dans la jurisprudence, c'est un des cas d'usage, mais c'est pas le cas d'usage. Enfin, c'est pas le marché global. Non. C'est Non, mais je et- cherche simplement à… Oui, non, mais Quels sont j'essaie de vous quel est expliquer. votre point de départ, en fait? Votre point de départ, le problème que vous cherchez à résoudre? Le problème qu'on cherche à résoudre, c'est aujourd'hui, on bascule vers du digital. Donc on commence, enfin, on est plutôt à plus de 50% digital. Et la problématique est, on va pas dire l'insatisfaction, mais le peu de satisfaction, ou en tout cas, je pense que les moteurs de recherche tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui sont arrivés à leurs limites. Au départ, c'était une approche qui a donné une valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée aujourd'hui, euh, elle doit continuer à être améliorée. En gros, c'est ça le problème. Donc on C'est parle de que quoi? On parle de, excusez-moi de vous interrompre, mais on parle de nouvelles approches de traitement automatique des langues
avec de l'intelligence artificielle qui va aller, je dirais, un peu moins déterministe, qui va aller s'entraîner rapidement sur des requêtes, voilà, Ouais. voilà, je suis juriste, j'ai le code, je le connais par cœur, en tout cas, je sais aller à la page qui va bien pour me mettre à jour sur l'évolution du code du travail, par exemple. Ouais. Et de l'autre, c'est quoi les 4-5 jurisprudences qui sont les plus corrélées au sujet que je suis en train de traiter. Et donc le search, il est plutôt sur la jurisprudence. Non, Il est sur quoi alors? il est sur l'ensemble, il est sur le Il est sur code. l'ensemble. Ok. Parce que si vous êtes dans une matière, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, mais Oui, comme bien je suis sûr. Bien sûr. juriste, voilà, je ne peux pas vous garantir qu'il soit totalement réaliste. Pas grave, Mais moi non plus, je ne suis pas juriste. non, non, mais je sais, mais bon, je préfère dire les choses parce qu'après, oui, mais Moi aussi. après, on me donne le contraire. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas réaliste. Oui, ok, c'est pas la question. La question, Mhm. c'est que vous êtes un spécialiste du droit pénal, vous gérez une affaire en pénal, et donc c'est ce que vous connaissez bien. Mais en partant d'un cas qui est effectivement à traiter au pénal, il y a des aspects qui peuvent être fiscaux ou il y a des aspects qui Mhm. peuvent être liés au code de la route que vous connaissez moins bien. Mhm. Et donc, euh, le point de départ, c'est trouver tout. C'est trouver ce qu'il y a dans les codes. Est-ce que c'est de la jurisprudence? Alors, parfois, il y a de l'information, si vous prenez ce qu'on appelle la doctrine, ce sont les choses qui expliquent le droit, et effectivement, dans ces éléments-là, il y a des ouvrages qui donnent des informations, vous avez partie du droit, vous l'expliquez, et vous faites des références à des cas de jurisprudence, alors, qui sont des cas de référence pour la personne qui a rédigé ces informations, en tout cas pour Mhm. l'ensemble des équipes qui ont rédigé ces informations. Euh, Et nous, quand on fait de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'il y a aussi des cas de jurisprudence qui sont totalement ignorés et qui auraient pu être nettement plus adaptés à ce genre d'explication. Enfin, ça, c'est l'élément. Donc, ce n'est pas juste euh, l'accès à la jurisprudence, ça, c'est la, 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 grande bataille qu'on voit aujourd'hui dans la presse, c'est doctrine, à toute la jurisprudence, qui est totalement faux. Les éditeurs juridiques sont complètement dépassés, ils se cantonnent à avoir la jurisprudence qu'ils peuvent, et nous, on est tellement plus bons à fournir de la jurisprudence que tout le monde, de toute façon, va épuiser doctrine. Alors, ça, c'est des batailles, je dirais, de façade, mais sur le fond, euh, non, il faut trouver toute l'information. Euh, et c'est ça la problématique. C'est pas que euh, je dois trouver la jurisprudence. Ça, c'est des choses qu'on traite de façon tout à fait Mhm. spécifique Bien sûr. Bien sûr. et on n'a pas du tout à rougir sur ce qu'on fait, si ce n'est que, effectivement, c'est moins bien connu et que nos approches sont peut-être moins marketées, mais plus sur le fond et sur le traitement de la donnée. Mais non, non, c'est vraiment ça. La problématique, c'est je dois trouver de l'information euh, et c'est pas si simple. Donc, c'est sûr que, enfin, ce que disait Trédy tout à l'heure, c'est un des éléments de réponse. C'est que si on connaît bien son utilisateur, c'est pas la peine d'aller le balancer dans le code pénal s'il fait pas du tout de pénal. Ok. Mais en même temps, est-ce que c'est peut-être tellement loin ou, ou est-ce que c'est totalement inutile? Pas forcément. Donc, c'est pas, voilà, Mhm. c'est pas si simple. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans l'approche de recherche qu'on doit pouvoir le guider. Alors, est-ce que c'est du chatbot amélioré Est-ce que, voilà, Mhm. Mhm. on travaille Est-ce que sur des chatbots vous discutez aujourd'hui avec je dirais, des porteurs d'innovation, Legal Tech? Alors, oui, on travaille, on a une équipe qui s'occupe de regarder tout ce qui se passe au niveau Legal Tech. Euh, notre constat, alors c'est de nouveau une caricature, mais dans légal, il y a toujours un peu de légal et très très peu de tech. Donc ça, c'est la réalité. Quand Mhm. Doctrine dit qu'il fait de l'intelligence artificielle, il utilise des outils comme Elasticsearch sur tout ce qu'il peut faire, un petit peu amélioré, mais il
il n'y a quand même pas, a priori, tant d'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est sûr que si on met en place un automate qui fait plus de choses que les autres, on peut se dire que c'est intelligent et on peut se dire que c'est associé à l'intelligence artificielle. Non. Enfin, C'est le constat que vous faites aujourd'hui, en tout cas avec les acteurs qui disent faire effectivement de la legal tech avec un grand T à tech. Voilà, oui. Je partage votre constat. Ce que vous pouvez trouver, enfin Tréduc commence à bien y connaître l'écosystème digitalien. On est un orchestrateur d'écosystème, donc nous, notre métier, c'est d'essayer de comprendre votre problématique, votre besoin, sans être forcément l'expert ou sachant du domaine, mais par contre faire des mises en relation qualifiées en fonction des objectifs de la problématique et des objectifs que vous avez posés. Donc, vous allez retrouver chez Cap Digital des spécialistes des nouvelles générations de TAL, donc de traitement d'automatique des langues en mode supervisé, frugal, voire non supervisé. Notamment là où on cherche à détecter du sens dans des corpus informationnels qui sont très très peu classifiés, catégorisés. Je ne sais pas dire si la jurisprudence, qui est un des corpus informationnels, et si aujourd'hui il y a des classifications extrêmement rigoureuses et qui permettent oui, peut-être une remarque là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, du traitement, enfin voilà, sur TAL, on avait deux spécialistes et deux docteurs qui ont travaillé dans ces domaines et en France et en Belgique. Très bien. Donc, c'est des choses qu'on connaît, enfin, que le groupe connaît. La problématique du droit, et je reviens là-dessus, c'est que l'ensemble des technologies NLP, TAL, etc., on souhaite une cible particulière. Je me souviens des premières anthologies qui étaient sur quelle science agronomique, je crois, essentiellement. Et donc, je me souviens être allé à Paris il y a 15-20 ans sur la présentation des premières anthologies agrovoc. Enfin, voilà, c'est pour dire des trucs comme ça. Des gros travaux, c'était prometteur. C'est vrai que ce sont des structures de l'information utiles. Alors, on a ces éléments-là, et puis on a des éléments qui se veulent très généralistes. Donc, de manière à traiter l'information au sens très très large. La problématique du droit, et ce que je disais au départ, c'est pour ça que je le disais, c'est qu'il est écrit de façon générale et il devient très très spécifique dans son application. Et quelque part, il se détermine dans son usage. La jurisprudence se construit. Et donc, le droit devient plus déterministe après application. Et donc, comment aller chercher cette application et comment il faut imaginer que le cas de jurisprudence, il y a une structure, mais qui n'est pas non plus celle que l'on reçoit et qui est exacte. C'est qu'en gros, la présentation des parties, la présentation des faits, donc on explique la personne a eu un accident de la route sur le chemin du travail et on peut imaginer qu'il y a eu une tentative volontaire de tel ou tel acte. Donc ça, c'est la description des faits. Après, c'est traduit en aspect plus juridique au moment où le juge invoque en relation avec l'article 1, l'application de ceci ou de ces faits-là sont à traiter de telle ou telle manière. Donc, il y a des faits qui sont intéressants. Et puis, à partir des faits, il y a une détermination de ce qui se retrouve dans le droit et qui est quand même structuré, et puis son application. Et donc, c'est toujours un grand combat que de retrouver de l'information par rapport à ce que l'utilisateur cherche. C'est difficile aussi pour l'utilisateur d'exprimer ce qu'il cherche.
Donc, on va plus aujourd'hui demander à une description de ce qu'il cherche et essayer de mapper cette description sur le, sur tout ce qu'on peut trouver autour de de cette description. Donc, on va plutôt vers ce genre de solution. Mais non, c'est pas inintéressant, hein, Oui, mais voilà, juste pour dire que c'est pas si simple. non, non, c'est un domaine extrêmement complexe. Ouais. Malheureusement, j'ai un entretien à 10h30, donc il nous reste 7 minutes. Pour essayer d'avancer sur Oui. sur votre besoin, est-ce que vous recherchez des expertises complémentaires de celles que vous avez déjà agrégées au sein de votre groupe? Et sont-elles technologiques et ou plutôt UI voire UX, sachant qu'on a des experts, UI et on a des experts UX. Oui. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est en termes de processus. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes en phase exploratoire Oui. et vous êtes plus ou moins avancé en fonction des enjeux que vous avez évoqués. Vous semblez très avancé, en tout cas, avoir l'expertise en interne sur le TAL. Peut-être êtes-vous au moins aussi avancé ou pas autant sur la user experience, sachant que la user experience, ça va bien au-delà simplement de l'interface humaine de l'UI. Ça va, voilà, on retravaille tout le parcours, et y compris en quoi la technologie industrialisée, en tout cas passée à l'échelle, permet effectivement de faire du sans couture je dirais, la plus addictive ou la plus engageante possible pour l'utilisateur. Là, on est susceptible également de vous flécher quelques spécialistes passionnés par le domaine et qui ont une véritable expertise. Je pense notamment à Jean-Louis Fréchin, qui est un des papes de l'UX en France, mais il y a d'autres personnes. Voilà. Donc ça, c'est le volet expertise dans les différents domaines pour vous permettre d'explorer et de structurer votre roadmap. La deuxième, c'est justement cette fameuse roadmap. Est-ce que vous voulez la structurer vous-même ou est-ce que, vous parliez tout à l'heure d'expérimentation, à un moment où vous allez lancer des sujets en phase exploratoire ou expérimentale, est-ce que vous voulez rentrer dans ce processus de co-design, d'un parcours d'innovation où vous pouvez mettre de l'expérimentation et ou un montage, comme le disait Tréduc en introduction, de consortium de réponse pour aller sur des guichets de financement de la R&D, voire de l'expérimentation, parce que là, on a une équipe que Tréduc connaît, qui fait cette ingénierie, qui vous accompagne pour détecter les bons dispositifs de financement en fonction de votre feuille de route. Voilà. Et trois, bien évidemment, c'est cette ingénierie de financement de l'innovation chez vous, en fonction de votre feuille de route. Voilà. Donc pour moi, il y a les trois volets. Il y a expertise. Est-ce qu'on est susceptible de vous flécher des gens si oui, sur quel métier? Deux, c'est vous êtes là aujourd'hui, vous voulez aller là en fin 2020, courant 2021. Sur votre parcours, voilà, quelle est votre feuille de route? Là, on peut en discuter avec, par exemple, Alexandra Quignot, qui fait ça de manière très transversale sur beaucoup de TI et de grands groupes. Donc ça, c'est plutôt du design de parcours ou du co-design de parcours. Le troisième volet, c'est bien sûr comment on finance. Voilà. Oui. Donc l'expertise, je crois qu'il est de toute façon toujours utile et même sur le tas, là, je pense que je dis qu'on a de l'information, mais je pense que rencontrer des personnes qui sont en pointe sur ce sujet est nécessaire. Enfin, c'est ma pensée. Je pense où il y a peut-être des choses qu'on n'a pas perçues et c'est peut-être intéressant de pouvoir embarquer d'autres acteurs. Donc, effectivement, sur le traitement du langage, oui. Sur le ML IA, pourquoi pas, je ne sais pas si. Mais le truc, c'est ça, c'est que souvent, on nous présente des gens qui font du ML, de l'IA, et puis une fois qu'on commence à creuser un petit peu, ils sont très très loin, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des problématiques génériques. Et,
Et le faire rentrer sur le droit, c'est plus de boulot pour nous que de valeur ajoutée. Donc, Ce sera vous, je dirais, nous, je vais dépiler tout ce que vous m'avez dit, voilà. parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites, et Oui. c'est très très bien. Typiquement, il y a un nom qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est François-Régis Chaumartin, qui est un entrepreneur qui a une boîte qui s'appelle Proxem, qui vient de sortir un bouquin sur le traitement automatique des langues, Oui. qu'il a présenté la semaine dernière chez Cap. C'est un faiseur. Il vient de la recherche, il a monté sa start-up. Oui. Il saura très très vite dire, quelqu'un de son équipe ou lui, LegalTech, nous, le TAL, revisité, je dirais, avec sur la partie LegalTech, le TAL, on sait faire ou on ne sait pas faire. En tout cas, lui, il peut prendre une posture d'expert, bienveillant, pour échanger avec vous, et puis vous le qualifiez. Vous dites, bon, bah, typiquement, c'est le type d'interlocuteur qui peut nous créer de la valeur, ou c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ce sera vous, de toute façon, in fine, qui faites un Mais on connaît bien Proxem. Ils étaient Oui, au oui. village La Legatech. François Régis, voilà, c'est bon, mais il y en a d'autres. Hein. Oui. Non, on les connaît bien. Bon, bah, super. Bien. Voilà, donc, Euh, après, typiquement, sur le mais TAL. bon, voilà, je pense que c'est bien. Moi, je dirais, faites une liste un petit peu de tout ce que vous trouvez comme connexion. Je pense que de toute façon, on la regardera attentivement. On a en plus une équipe qui peut contrôler ça. Bon, le paysage français est très très connu. Voilà, sur l'UX/UI, je pense que c'est l'autre axe. C'est celui qui pour nous était l'axe qu'on veut explorer. Alors, on sait qu'il est très très incertain et assez complexe, mais je pense qu'il faut l'explorer. C'est-à-dire, on peut plus se satisfaire de qu'est-ce que vous cherchez, c'est un moteur de recherche, et puis tant pis, voici la liste des résultats et débrouillez-vous, quoi. Très bien. Ça, on peut plus. Bah, c'est pas digne des outils de demain, hein, et c'est pas satisfaisant. Alors, je caricature, on a bien plus que ça, mais c'est quand même un peu ça le principe, quoi. Et surtout. Donc là aussi, on viendra après une discussion avec notre comité d'experts, avec 2-3 noms à titre d'exemple, et puis. Et après, le volet qui était notre point d'interrogation avec Triduc, et je pense que c'est par là qu'il a dû commencer avec vous, c'est effectivement financement, qu'est-ce qui est possible. Bien entendu, c'est pas nécessaire de venir vers nous avec oui, vous pouvez faire du CIR, etc. Bah oui, bien sûr. Ça, on connaît. Ça, je pense qu'on va rien vous apprendre. Non. Par contre, si vous avez une feuille de route, même en construction, à partager pour qu'on voit un peu comment vous jalonnez. Non, ici, justement, je pense que c'est l'ensemble. Donc, il faut qu'on collecte toutes ces informations. Parce que quand on aura ces informations-là, on aura quelque part quelque chose à proposer à notre direction. Il y a un ressenti positif par rapport à ce questionnement sur l'UX/UI de la direction. Maintenant, il faut arriver à les convaincre financièrement aussi, quoi. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr qu'on peut toujours dire, ben oui, si on améliore les outils internes, on aura moins de churn, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas. Ça, c'est faisable et ça ne demande pas une grande expertise. Mais par contre, venir avec effectivement un plan qui semble consolidé et dire, voilà, ces gens-là sont convaincus, ce sont les tops du domaine, et ces gens-là sont convaincus de pouvoir faire quelque chose sur l'UX, bon, ça aide, quoi. Après, on a déjà des candidats aussi qui sont dans le top sur ces problématiques UX, UI. Mais voilà, on veut vraiment être ouvert à l'écoute de toutes les pistes. Je pense qu'aussi arriver avec un comparatif ou quelque chose comme ça est de nature rassurante pour une direction. On ne dit pas, oui, enfin, ces gens-là, ils sont dans leur labo et ils ont rêvé d'un truc et donc ils y vont tête baissée. Alors c'est vrai que c'est souvent, je pense que ce qui se passe pour nous aujourd'hui, c'est que on sait à peu près où sont les bonnes valeurs et on peut se diriger assez vite vers les structures qui sont probablement porteuses. Maintenant, c'est bien de le montrer, quoi, que globalement, on a une vision d'un certain panorama et que si on fait des choix, ils sont justifiés.
Donc voilà, c'est un peu l'idée aujourd'hui. On peut aller très très vite et prendre un acteur et tester quelque chose, et c'est possible. Ou alors on peut essayer d'un peu consolider la démarche, et c'est un peu l'état d'esprit quand on se tourne vers vous. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par des mises en relation que vous qualifiez. Ouais. Sur UX, donc bien sûr sur UX, et puis également peut-être sur la partie IA, notamment sur tout ce qui est les apprentissages voilà, frugal, avec de l'IA un peu plus frugal en data, en tout cas, et en tout cas de manière semi-supervisée ou avec des boucles d'apprentissage qui sont beaucoup plus rapides. Oui. Parce que les classifications, les catégorisations, on bouge tout le temps, etc. Ce que je suspecte, mais je parle vraiment sous votre contrôle, c'est que c'est une des problématiques à lever, effectivement, pour que l'IA soit impactante sur le côté jurisprudence. Oui. Et après, interrelation, en tout cas rapprochement entre le code et la jurisprudence. Donc là, je peux regarder côté celui qui est supervisé ou non supervisé. Mon rendez-vous est en train d'arriver. Oui. Et puis, on démarre comme ça, et après, on co-construit peut-être une deuxième étape qui serait la feuille de route pour rentrer dans une étape de financement du parcours, non plus exploratoire, mais expérimental. Oui. Triduc, voilà. Oui, pour ajouter rapidement avant qu'on termine la réunion, c'est notre approche en fait au niveau global, c'est de réunir en fait un ensemble d'acteurs qui sont intéressés par une problématique pour chercher un projet ensemble. Donc le projet, l'appel d'offres projet, c'est un fédérateur qui permet de montrer que le projet est intéressant et qu'il y a des acteurs qui sont intéressés par cette problématique. Et de gagner le projet aussi permet d'avancer, de mettre en place les premières briques pour la roadmap. Donc c'est ça dans notre démarche, c'est construire un projet ensemble, d'aller trouver un appel d'offres et le gagner au final, et de construire ensuite la roadmap par la suite. Et donc tous ces des trois piliers que tu nous as présentés, Bertrand, bah, c'est à peu près, voilà, ça se joue entre les deux. La troisième partie roadmap viendra plus tard, mais la partie mise en relation et montage de projet sont les parties les plus importantes dans un premier temps. Quand je parlais de roadmap, c'était vraiment roadmap en termes d'ingénierie de financement de la R&D et éventuellement après-demain d'expérimentation plutôt d'une roadmap produit. On est clairement sur une roadmap opérationnelle, sachant que je pense avoir saisi, ou en tout cas entendu le fait que pour convaincre votre direction, il va falloir que des acteurs se mettent autour de la table avec vous en disant oui, c'est possible, cet objectif, et deux, c'est finançable. Voilà. Donc, de façon à ce que vous soyez convaincant pour aller sur cette trajectoire et que ça débouche un jour effectivement sur une proposition de valeur. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour la qualité et la profondeur de nos échanges. Merci à toi. Une petite synthèse, je mouline un petit peu tout ça je fais une petite synthèse et puis surtout on va réfléchir collectivement avec un certain nombre de personnes ici pour voir quelles seraient les mises en relation. D'un côté, les mises en relation qui nous semblent pertinentes pour vous, et deux, déjà faire un premier passage sur ce qui pourrait être des opportunités de financement de la R&D collaborative, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous convient? Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Très bien, merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt. À bientôt, merci à toi.